Merci beaucoup. Je partage totalement votre diagnostic sur la gravité de cette remise en cause. Vous avez à un moment parlé que la Russie qualifiait désormais les pays européens et les États-Unis, le Canada, je ne sais pas si mettre le Japon dedans, d'Occident collectif. Justement, dans la prolongation de cette question sur l'ordre occidental, on peut, de manière objective, alors mes collègues commissaires pourront me reprendre si c'est du chauvinisme mal placé, mais je ne crois pas que la France, parmi les 5 membres du Conseil de permanence de sécurité, est le seul à ne pas avoir enfreint la Charte des Nations Unies, puisque l'opération en Irak, par exemple, des Américains du Royaume-Uni, ne s'est pas fait sous mandat, mais s'est fait sans mandat de l'ONU. Bon. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui s'est opposée avec l'Allemagne, d'autres pays, mais en particulier l'Allemagne, à cette opération. Et donc, comment vous expliquez, comment justifient nos adversaires, nos concurrents, cette inclusion de la France dans l'Occident collectif, enfin dans cette appellation Occident collectif, j'imagine qu'il y a un terme identique du côté ou chinois, c'est moi qui ai confondu, là c'est peut-être moi, excusez-moi, je suis un peu fatigué aussi, mais en tout cas la question reste valable puisque ce sont deux forces adversaires qui utilisent l'Occident comme repoussoir. Pourquoi la France alors que dans une période assez récente, notamment sous M. Jacques Chirac, mais jusqu'à période récente et même sous le président Macron, la défense du multilatéralisme et de la place particulière de la France, y compris sous les deux présidents pour lesquels vous avez travaillé à l'Élysée, est une caractéristique française. Donc en tant qu'expert de ce sujet, puisque j'ai bien écouté ce que vous avez dit, comment expliquez-vous que la France ne parvienne pas, alors ça peut être aussi de la mauvaise foi, mais on le voit bien qu'en Afrique, dans un certain nombre de lieux qui étaient des zones d'influence française, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de relais par la culture, la francophonie, l'économie, puis aussi des relations personnelles, interpersonnelles. Comment vous arrivez à expliquer ou vous analysez que ce récit mensonger, cette propagande, puisse affaiblir la France alors qu'elle y a résisté de l'après-guerre jusqu'à une période très récente? Oui, il est vrai que l'indépendance, à la fois dans l'appréciation puis dans l'action internationale, est une des caractéristiques de la politique étrangère de la France, qui au demeurant parfois suscite des débats. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, par exemple, à l'échelle internationale, que nous militons pour une vraie souveraineté européenne, une autonomie stratégique selon l'appellation qu'on retient parfois. Donc nous sommes connus pour avoir un attachement précisément à cette autonomie stratégique et à cette indépendance qui nous a amenés, et vous avez cité effectivement Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak, à ne pas être aligné sur les choix de nos alliés américains. Pourquoi cette singularité, en tout cas, n'est pas reconnue et ne nous donne pas un avantage de nature à ne pas être inclus, comme vous le dites, dans l'Occident collectif. D'abord par nos adversaires, hein, d'abord parce que de mon point de vue, parce que cette notion d'Occident collectif renvoie précisément à un narratif général. La Chine dit par exemple, en vous écoutant, je m'en suis souvenu, c'est l'Ouest contre le reste, souvent dans les slogans qui sont... Bon, c'est une manière de légitimer et de justifier leur propre action, d'entretenir une compétition ou une confrontation en faisant fond sur des ressentiments qui peuvent exister, des positionnements aussi, par exemple, tels que celui des non-alignés, qui est très fort sur la scène internationale. Et donc, au fond, nous inclure dans cet Occident collectif permet parfois de caricaturer effectivement notre position et notre action au service d'un narratif qui est fondamentalement hostile à l'influence française. Vous avez évoqué l'Afrique, c'est précisément le cas en Afrique. Je pense que c'est d'abord comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on fait un constat, évidemment, tout de suite, il faut essayer de savoir comment on peut y répondre. Ce qui est très important, je crois, dans la réponse de la France à cette situation d'Ouest contre le reste, pour reprendre cette formulation, c'est notamment tout ce qui a été fait en réponse au narratif qui a été développé sur les sanctions au moment de la guerre en Ukraine, et donc ce que nous qualifions, nous, d'utilisation de l'arme alimentaire dans ce conflit par la Russie. L'idée est vraiment d'aller parler à tout le monde pour déconstruire
précisément des narratifs caricaturaux, expliquer que c'est parce qu'il y a la guerre qu'il y a eu des sanctions et donc une perturbation dans les flux, et que ce n'est pas à cause de l'Occident collectif, précisément, comme vous le dites. Donc, je pense que si j'écoute votre question, cette injustice dans la qualification de la France, au fond, est un avantage aujourd'hui pour nous, parce que nous le sommes indépendants et souverains dans la conduite de notre politique étrangère, ce qui nous permet aussi d'aller parler à tous, d'aller parler aux autres pays légitimement, parce qu'ils savent que nous avons cette souveraineté, cette autonomie stratégique propre. Donc ça nous donne de l'influence sur la scène internationale pour pouvoir aller mener ce travail, alors pardon, en bon français, d'outreach, qui est très important, que le président de la République a par exemple mené au moment du G20 de Bali. Et c'est vrai, par exemple, lorsqu'il s'agit de condamner une action illégale sur la scène internationale, vous avez tous suivi les résolutions de l'ONU, qui ont fait l'objet d'âpres discussions, la Russie ne souhaitant pas que certains pays votent les résolutions. Ça nous permet quand même de convaincre. Voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être plus positif comme regard, mais